Chers collègues, donc nous allons poursuivre nos travaux consacrés au volet environnemental de l'autoroute A69 en auditionnant, bonjour messieurs, deux représentants de la société CETEC. Donc je vous souhaite la bienvenue, donc monsieur Thibault Lépingue, directeur général de CETEC International, et monsieur Gilles Bertolu, directeur d'études. Messieurs, bonjour, je vous remercie d'avoir accepté de venir devant notre commission cet après-midi. La société CETEC donc, a participé à plusieurs titres à la préparation des pièces constitutives du dossier d'avant-projet autoroutier, ainsi qu'à l'étude d'impact en 2022. Vous allez donc travailler pour le compte du concessionnaire et nous allons vous demander donc à ce titre de bien vouloir nous présenter votre travail. Je rappelle que notre audition donc, est publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale, que préalablement à votre audition, il vous faut satisfaire un certain nombre de formalités, notamment celle de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Et je vais donc vous demander préalablement de vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure, donc monsieur Lépingle et monsieur Bertolu. Merci. On dit Bertolu ou Bertelus? On prononce le S, autant pour moi. Monsieur Bertolus, excusez-moi. Messieurs, je vais donc passer la parole sans plus attendre à Madame Arrigui pour un certain nombre de questions et puis ensuite à nos collègues qui ne manqueront pas de vous en poser également. Bonjour messieurs, et désolé de vous avoir fait patienter, mais je n'avais pas vu et je n'avais pas remarqué votre arrivée. Donc je vous remercie évidemment d'être parmi nous cet après-midi. La CETEC a joué un rôle important dans la conduite sur plusieurs études préparatoires à la DUP et à l'autorisation environnementale de la 69. Votre audition a notamment, mais pas exclusivement, pour objet de voir comment a été conduit le volet hydrologique de ce projet. Il fait en effet l'objet de nombreux débats. Cette question-là a donné lieu à une contre-expertise et fait partie d'un recours présenté devant le tribunal administratif de Toulouse. Donc je vous ai adressé un questionnaire extrêmement précis et documenté sur ce sujet d'importance, parce qu'on sait très bien que la question hydrologique, évidemment, la question à la fois des ruisseaux, et on va voir l'impact qu'il y a sur plus de 14 rivières qui vont être rescindées, plus sur la question des zones humides et dans un contexte de raréfaction de l'eau tel que nous le connaissons partout, mais particulièrement dans le sud-ouest, devient de plus en plus essentiel, à la fois évidemment pour notre alimentation et pour nous abreuver, mais également pour les pratiques agricoles. Et donc c'est un volet vraiment essentiel de ce dossier. Donc pour les questions, évidemment, vous pourrez y répondre par écrit ultérieurement et vous servir de ce questionnaire comme guide, si ça vous convient, pour structurer votre propos, bien que étant évidemment libre de vos réponses. Mais en tout état de cause, on attend sur ce sujet-là tout particulièrement des réponses écrites par rapport aux questions très précises qui ont été posées. Voilà, je ne parlerai pas plus longuement et donc vous laisse intervenir maintenant. Vous avez la parole dans l'ordre qu'il vous plaira. Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la rapporteure, Messieurs et Mesdames les députés. Si vous le voulez bien, je vais commencer par un propos introductif qui a pour but de vous présenter quelle est l'activité du groupe CETEC, d'abord, qui nous sommes, quel est notre métier, avant d'entrer dans le détail du projet, effectivement, et de notre rôle sur celui-ci, au travers de la réponse aux questions que vous avez bien voulu nous faire parvenir au préalable. Donc, le groupe CETEC, c'est un groupe d'ingénierie multidisciplinaire qui fait environ 3800 personnes, qui est organisé en différentes filiales spécialisées. Et le premier point que je souhaite apporter à votre connaissance concerne notre modèle et notre indépendance. En effet, le groupe CETEC est entièrement la propriété de son management, et donc nous sommes à ce titre entièrement indépendants, et donc absolument pas liés capitalistiquement à une quelconque puissance, qu'elle soit publique ou privée. Et donc notre indépendance nous caractérise, elle caractérise notre activité, puisque notre activité est uniquement liée à la qualité de notre expertise en tant que prestataire de service. Donc j'insiste un peu sur ce point, puisque la CETEC existe maintenant depuis 70 ans. Donc c'est une des sociétés de référence dans le domaine de l'ingénierie en France.
Et on a, par le passé, conçu et accompagné nos clients pour le succès des projets qu'ils souhaitent mener à bien. Et cette légitimité technique n'a pu être obtenue qu'en étant parfaitement objectif et indépendant dans nos analyses et rigoureux dans nos analyses au cours de notre histoire. Donc c'est un point majeur qui est aussi constitutif de nos valeurs et que nos ingénieurs portent au quotidien. Alors, environ 50% de nos activités concernent des infrastructures au sein de la CETEC, mais projets de toute nature, hein, que ce soit de transport public, métro ou tramway, des projets ferroviaires sur le réseau ferré existant ou sur des projets ferroviaires neufs, comme des LGV, des lignes à grande vitesse, des projets de port ou de voies fluviales, d'aéroports, de routes ou d'autoroutes, mais aussi des projets de nouvelle mobilité. On est par exemple maître d'œuvre des pistes cyclables de la ville de Paris en ce moment, à l'heure où je vous parle, ou de nouvelles manières d'appréhender ces projets d'infrastructure, justement. Nous sommes en train d'étudier la résilience des routes nationales pour le compte de la DGTM et l'adaptation au changement climatique de ces routes. Évidemment, lorsque je vous parle d'un projet d'infrastructure, on parle d'un projet qui répond à un besoin identifié, d'abord par un maître d'ouvrage, et évidemment qui a vocation à être utilisé par le public. Et donc, d'une certaine manière, et par délégation, notre métier consiste à servir le public en lui garantissant que l'objet qui va être utilisé respecte les normes et règlements en vigueur et les règles de l'art usuelles pour ce même type d'objet. Voilà, le deuxième point que je souhaite soulever, c'est que notre rôle dans la chaîne de valeur, si on considère qu'il est important, on n'est pas unique dans cette chaîne de valeur et ces projets sont relativement complexes. Et au long de la vie d'un projet, la CETEC n'est jamais seule et interagit avec les différentes parties prenantes. Alors, bien entendu, le maître d'ouvrage, les services de contrôle de l'État, les entreprises de construction dans diverses configurations, et des partenaires experts techniques aussi qui nous accompagnent, comme Biotope sur le projet d'A69 par exemple. Donc les projets qu'on mène sont aussi complexes, pas que par leur complexité technique, mais aussi par la complexité de la coordination et de la diversité des acteurs qu'on doit coordonner dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Voilà, je vais passer rapidement sur les quelques projets emblématiques qui accompagnent la vie de CETEC, mais voilà, CETEC, c'est le tunnel sur la Manche, le viaduc de Millau, par exemple, ou plus récemment, certains projets du Grand Paris. Et ces projets-là, on les mène dans à peu près toutes les configurations contractuelles existantes et possibles dans le cadre français. Hein, donc on peut le faire pour des clients publics ou des clients privés. Voilà, et simplement pour compléter l'histoire sur notre expérience en matière autoroutière cette fois-ci. Donc on a participé à beaucoup de projets autoroutiers dans les 30 dernières années, disons. Donc je ne vais pas toutes les citer ici, mais je veux simplement vous dire qu'en ce moment même, nous sommes maîtres d'œuvre pour le compte de la SANEF du flux libre sur les autoroutes A13 à 14 ou pour le compte d'Escota sur l'autoroute A57 à Toulon sur un élargissement en zone urbaine. Et ou pour le compte de l'Adréal Occitanie, voilà, pour donner un exemple de client public, pour la RN 124 entre Gimont et l'île Jourdain. Voilà, donc les clients de la CETEC sont par nature des maîtres d'ouvrage, hein, donc publics ou privés. Voilà, juste un mot pour vous dire aussi que nous travaillons en France, mais aussi à l'extérieur de France, sur des projets à l'extérieur de France, et environ 30% de nos activités sont sur des projets hors de la France métropolitaine. Voilà, et donc on exporte en général depuis 2015 de CETEC International, qui est donc une des filiales du groupe qui est spécialisée sur le génie civil et la maîtrise d'œuvre d'infrastructures de transport, donc route, autoroute bien sûr, mais aussi port, aéroport, aménagement urbain ou voie ferroviaire. Donc cette filiale, elle est constituée d'environ 400 collaborateurs. Ce qui est important de comprendre, c'est quelles sont les expertises qui sont à l'intérieur. Les ingénieurs qui constituent la société sont soit des experts
en géométrie routière, des experts en sécurité routière, des experts d'ouvrage d'art, des experts d'équipement de sécurité, des géotechniciens, des hydrauliciens, des paysagistes, des ingénieurs environnement généralistes comme Gilles Berthelus à mes côtés, des ingénieurs trafic ou des spécialistes socio-économiques, par exemple. Alors, sur la 69, si je peux préciser un peu le propos que vous avez... Alors, nous, le contrat, il date de 2020, à partir de la date du concours en concession, où on a travaillé exclusivement pour le grouper dans une configuration qui n'est pas une configuration dite classique, avec le triptyque maître d'œuvre, maître d'ouvrage, entreprise, mais dans une configuration où ce triptyque est remplacé par la relation concédant-concessionnaire, le concédant transférant juridiquement un certain nombre de responsabilités au concessionnaire qui est désigné. Et notamment celle de conduire dans les règles de l'art les études post-DUP, en respectant bien entendu les engagements de l'État. On va y revenir sans doute dans les réponses détaillées qu'on va vous faire. À mes côtés se trouve donc Gilles Berthelus, qui est directeur d'études chez CETEC International. Il est en charge depuis fin 2021 de coordonner tous les aspects environnementaux du projet au sein de la maîtrise d'œuvre de ce projet, aux côtés du constructeur NGE et du concessionnaire Atosca. Voilà. Enfin, je précise juste un mot que je représente ici aussi le groupe CETEC et ses filiales, notamment CETEC Hydratec, qui est une filiale spécialisée sur les études hydrauliques complexes et qui effectivement a participé préalablement pendant les études de DUP pour le compte d'ASF à des études hydrauliques, on le précisera tout à l'heure. Si vous voulez bien, je vais laisser la parole à Gilles, qui va se présenter et préciser plus en détail son rôle au sein de la maîtrise d'œuvre. Merci Thibault. Bonjour, donc, je m'appelle Gilles Berthelus. Je suis entré dans le groupe CETEC en 2011, après une expérience précédente d'une dizaine d'années dans le domaine des évaluations environnementales et procédures d'autorisation de projets industriels en lien avec l'exploitation des ressources du sous-sol, les activités de valorisation de déchets ou les énergies renouvelables. Et depuis 2011, au sein de la société CETEC International, donc j'assure différentes missions sur des projets d'infrastructures linéaires notamment. Et parmi ces missions, le pilotage et la coordination d'évaluation environnementale et des procédures d'autorisation associées. Donc c'est à ce titre effectivement que j'interviens sur le projet A69 depuis la décision d'attribution de la concession à Atosca en octobre 2021, où j'ai été mobilisé au sein du groupement de conception-construction avec une mission initiale qui a consisté à coordonner le processus d'autorisation et les différents intervenants sur cette première phase, les bureaux d'études, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, puisque on verra peut-être plus tard, il y a effectivement 2 maîtres d'ouvrage, et l'ensemble des échanges avec les services de l'État qui ont été initiés dès l'attribution de la concession par le concessionnaire, jusqu'à l'obtention de l'autorisation, donc le 1er mars 2023. Et depuis l'obtention de l'autorisation, j'assure une mission de contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation en appui du constructeur dans le cadre du démarrage des travaux en mars 2023. Je repasse la parole à Thibault. Oui. Si vous pouvez brancher le micro. Merci. Je propose de répondre à un certain nombre de questions que vous nous avez formulées par écrit dans ce cadre-là. Alors, d'abord, vous nous demandez dans une première question dans quelles circonstances on a été choisi ou sélectionné. Donc, juste en préambule, pour répondre à votre question, je pense que c'est important d'établir les règles et la structuration contractuelle usuelle dans le cadre de ces réponses d'appel d'offres en concession, donc en concession ou PPP. Donc en général, c'est un groupement d'entreprises qui est constitué de un ou plusieurs constructeurs, un ou plusieurs exploitants, un ou plusieurs investisseurs qui se groupent pour répondre ensemble à un appel d'offres en concession.
En cas de succès, il constitue une société ad hoc. Dans le cas d'Espèce 309, elle s'appelle Atosca, vous le savez. Et donc cette société a en charge généralement la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation pendant une durée contractuelle de l'objet. Le niveau des études qui est réalisé préalablement au lancement des appels d'offres en concession, il diffère selon les projets. Voilà, il y a un niveau minimal. Mais de façon générale, le concessionnaire a besoin de s'entourer de cette compétence de conception. Il a besoin aussi de s'entourer d'une compétence maintenance aussi. Ce qui sont deux métiers particuliers. Alors, et généralement, ces compétences-là ne sont pas présentes dans les groupements d'entreprises qui répondent à la concession. Donc de façon assez classique et normale, en tout cas dans notre domaine, les groupements constructeurs cherchent donc des alliés, notamment des concepteurs, pour réaliser la conception et les études post-DUP. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a établi des discussions avec le groupement, le constructeur NGE. L'ingénierie, là, elle peut être... alors, le concessionnaire qui a donc la responsabilité de la conception, de façon générale et de façon assez classique dans ces projets en concession, contracte avec un groupement concepteur-constructeur la conception et la réalisation de l'objet à construire. Et donc par un contrat de sous-traitance. Il contracte aussi un contrat de sous-traitance généralement avec le mainteneur, et il y a souvent aussi un contrat d'interface parce qu'il y a des interactions entre la maintenance et la construction et la conception. Donc en l'espèce, le mouvement concepteur-constructeur est conduit par la société NGE. Et donc nous avons classiquement dans ces configurations-là, nous sommes soit co-traitants au sein du groupement concepteur-constructeur, soit sous-traitants en charge de certains aspects de la conception. En l'espèce sur A69, on a un contrat de sous-traitance avec le groupement concepteur-constructeur. Voilà, ces organisations-là sont assez classiques dans notre domaine. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons, il y a dans ce cadre-là donc des accords commerciaux qui se nouent avant le lancement des appels d'offres, quand l'État rend public le fait qu'il souhaite faire un appel d'offres en concession. Et pour le coup, c'est dès 2011 que des accords ont été passés commerciaux. C'est assez important que ces accords se passent au préalable pour que l'ensemble... 2011, c'est ça? Oui, 2011, oui. Oui. Avec NGE? Oui, en prévision et donc, c'est l'intérêt de tous que ces groupements ne se constituent pas au dernier moment, de façon à ce qu'on se prépare au mieux pour la phase de concours, dans laquelle, on va le voir tout à l'heure, on conduit un certain nombre d'études qui sont assez clés. Voilà, et donc du coup, dès avril 2020, donc, au moment de la candidature, donc le groupement CETEC est inclus dans la candidature du groupement candidat, donc, en l'occurrence piloté par NGE. Et en parallèle de cette candidature, on met à ce moment-là au point un contrat entre, alors cette fois-ci, le constructeur, c'est pas, puisque la société Atosca n'existe pas encore, pour accompagner le constructeur dans le cadre du concours. Et puis, de façon du printemps 2020 au printemps 2021, donc CETEC accompagne dans le cadre de ce contrat-là, dans la conception du projet en phase d'offre. À ce moment-là, l'ensemble du groupement est en train de réaliser ce qu'on appelle un APSM, un APS modificatif. Et puis ensuite, quand l'annonce du désignataire, ici c'est le groupement dans lequel nous participons qui est retenu, eh bien les équipes de l'ingénierie et du constructeur mettent à ce moment-là au point un contrat d'ingénierie
pour accompagner le groupement constructeur dans le travail de conception dès le démarrage. Voilà. Votre deuxième question, elle porte sur notre rôle dans la conception des études et notamment des pièces constitutives de l'avant-projet autoroutier qu'on appelle APA. Là encore, il y a quelques points de principe que vous connaissez peut-être, hein, mais donc le niveau d'études usuellement nécessaire lors d'une DUP, d'une enquête DUP, c'est un niveau de type APS, avant-projet sommaire. Classiquement, lorsque l'État décide de réaliser le projet en concession, c'est ces études d'APS qui sont transmises aux candidats. Globalement, à ce niveau d'études qui ne sont pas encore extrêmement précises, mais les grands choix et les grandes variantes techniques sont alors déterminés lors de ces études d'APS. Et c'est la résultante de ces études qui permettent, sur un tracé de référence, de façon générale, il y a une bande de DUP, une guide de DUP de l'ordre de 300 mètres, selon les cas, qui sont autour de ce tracé de référence. Donc pendant le concours de concession, le groupement candidat réalise ce qu'on appelle un APSM, un avant-projet sommaire modificatif, et c'est sur cet APSM que le candidat est choisi. Cet APSM doit être approuvé par décision ministérielle, postérieure à la décision de l'attribution de la concession, et dans le cas présent de la 69, il a été approuvé en juillet 2022, le 13 juillet 2022, par décision ministérielle. Mais une fois qu'on a fait l'APSM, on n'a pas fini les études. Il y en a encore, mais c'est à partir de cet APSM qui est donc approuvé par décision ministérielle, le suite de processus des études est sous la responsabilité du concessionnaire. Donc les APA sont validés par le concessionnaire, qui donc devient notre client final, et ça suit par contre les normes, et notamment la circulaire 87-88, qui a été modifié plusieurs fois depuis sa rédaction, hein, mais la dernière version en date de juillet 2023. Mais cette circulaire, elle définit les conditions d'études et nécessaires dans le cadre de concessions autoroutières en France. Donc, la constitution du dossier d'APA est définie par cette circulaire. Et donc, globalement, si je vous les cite, il y a un dossier géométrie, il y a un dossier TCFH, donc terrassement, couche de forme, hydraulique, assainissement, un dossier qui est relatif aux chaussées, un dossier IFE pour les installations fixes d'exploitation, un dossier sur des aires d'annexe, un dossier relatif à l'environnement, un dossier sur les équipements de sécurité d'exploitation, et enfin un dossier de synthèse. Voilà, donc ce sont ces dossiers-là que nous aidons à produire, que nous produisons et qui sont validés par le concessionnaire, en grande majorité. Alors, en lien avec les équipes du constructeur, je vous donne simplement un exemple pour que vous compreniez pourquoi c'est en lien avec les équipes du constructeur. Si on parle de géotechnique, l'étude géotechnique à proprement parler, elle est bien sûr réalisée et traitée par l'ingénierie. Mais la gestion des matériaux de terrassement, ce qu'on appelle classiquement dans notre domaine le mouvement des terres, et dont dépend l'organisation du chantier, elle est planifiée par le constructeur. Donc c'est forcément des échanges entre l'ingénierie et le constructeur qui doivent avoir lieu pour définir tout cela. Voilà. Donc ces dossiers-là, alors certains sont terminés et réalisés à l'heure où nous parlons. Hein. Le dossier géométrie a été approuvé en janvier 2023 par le concessionnaire, le TCFH en avril 2023. Et alors je regarde ce qui reste. Tous les autres dossiers, voilà, ont été, sauf celui d'IFE et le dossier de synthèse, donc, ont été approuvés entre juillet et novembre 2023. Et donc le dossier IFE reste encore en cours de production. Principalement parce qu'il faut du calage un peu fin entre le constructeur, l'exploitant, le concédant sur des équipements d'exploitation, des équipements dynamiques un peu spécialisés. Voilà. Et par définition, le dossier de synthèse ne pourrait être produit qui sont ajustés en raison des travaux, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, absolument.
en fonction de l'assiette et du volume des travaux. D'accord. Voilà, alors juste un dernier rappel. La conception et le lien de cette thématique avec les enjeux environnementaux dont vous allez sans doute nous parler. Les enjeux environnementaux sont cadrés dès la procédure d'autorisation environnementale auquel nous participons. Donc, le dossier clé pour ces procédures environnementales, c'est l'APSM. C'est l'APS puis l'APSM. Voilà, donc, et non pas les dossiers d'APA dont je viens de vous parler, qui sont des dossiers postérieurs. Voilà. Sur cette partie environnement, je vous propose que Gilles rentre dans le détail sur la réponse à vos questions. Merci. Merci Thibault. Ce que je vous propose dans la... Il faut que vous coupiez votre micro pour qu'il puisse Pardon. parler. Merci Thibault. Oui, donc ce que je vous propose dans la continuité de l'intervention de Thibault, c'est de rappeler le rôle que CETEC a eu dans le cadre du processus d'autorisation environnementale, hein, et donc rappeler un peu la chronologie, même si effectivement elle est connue, mais rappeler un peu la chronologie de cette intervention dans ce processus. Donc comme l'a rappelé Thibault, on intervient dès la phase concours, et donc c'est dès la phase concours que les éléments d'enjeux environnementaux sont actualisés. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu une déclaration d'utilité publique qui a été prise sur la base d'une étude d'impact qui a identifié effectivement un certain nombre d'enjeux environnementaux à l'échelle du territoire. Pour autant, sur un certain nombre de sujets, effectivement, ça nécessite, dans le cadre de l'autorisation environnementale, d'approfondir un certain nombre d'investigations pour identifier précisément les enjeux et pouvoir, dans le cadre de cette APSM, justement, ajuster le projet technique pour prendre en compte l'ensemble de ces enjeux. Donc on intervient dès la phase d'appel d'offres auprès du constructeur NGE et du concessionnaire Atoscam. En parallèle de ces investigations et de cet approfondissement des investigations dans un certain nombre de domaines, on pourra rentrer plus dans le détail dans le cas des questions, on est aussi en charge de la réalisation, enfin de l'élaboration du dossier d'autorisation environnementale, donc qui comprend différentes autorisations embarquées, ce qu'on appelle donc un volet IOTA qui correspond aux installations, ouvrages, travaux et aménagements susceptibles d'avoir un impact sur l'eau et les milieux aquatiques, ce qu'on appelle communément le dossier CNPN, ou plutôt le dossier de dérogation espèces protégées, qui est un deuxième volet important, une évaluation d'incidence Natura 2000, puisque le projet franchit une rivière qui fait partie du réseau des sites Natura 2000, un dossier de défrichement au titre du code forestier, un dossier qu'on appelle monument historique au titre du code du patrimoine, puisque l'infrastructure franchit des périmètres de monuments historiques, de protection des monuments historiques, et un dossier qu'on appelle ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, puisque le projet inclut 2 centrales d'enrobés pour la réalisation des couches de forme à l'issue des travaux principaux. En ce qui concerne l'étude d'impact, donc qui est adossée effectivement à ce dossier d'autorisation, une première étude d'impact a été faite dans le cadre de la DUP, sur laquelle l'autorité environnementale a émis un avis. Et donc, cette étude d'impact, elle avait été confiée par le maître d'ouvrage, donc l'ADREAL et par ASF pour le barreau A680, enfin le tronçon A680, bureau d'études, et GIS Environnement, qui avait réalisé cette étude d'impact en 2016. Sur les thématiques qui sont l'objet des autorisations embarquées du dossier, effectivement, l'étude d'impact renvoyait à ces études ultérieures à venir dans le cadre de l'autorisation environnementale. Donc ensuite, à l'issue de l'enquête publique, le décret est pris en 2018. Le dossier des engagements de l'État est publié en novembre 2020. Et donc, en amont, disons, de l'attribution de la concession, Biotop intervient auprès de NGE pour commencer
un certain nombre d'investigations dans le domaine du milieu naturel, notamment pour anticiper la nécessité de faire des évaluations sur des cycles biologiques complets. Donc ça suppose effectivement, dans la perspective de la planification du projet, d'anticiper ces études suffisamment tôt pour pouvoir avoir des cycles biologiques complets. En parallèle, on intervient, CETEC, sur un certain nombre d'actualisations. En particulier, pour l'étude d'impact, la réforme de 2016 qui modifie un peu le contenu et la forme des études d'impact. On intervient sur le milieu physique, avec notamment la prise en compte de l'évolution des documents d'aménagement en matière de gestion des eaux, le SDAGE, le SAGE, le PPRI. La liste actualisée des cours d'eau, vous évoquiez effectivement les cours d'eau franchis. Entre 2016 et le moment où on intervient, il y a de nouveaux cours d'eau qui sont classés comme tels réglementairement, à la fois par l'OFB et par la DDT, qui nécessitent d'être intégrés dans le dimensionnement du projet technique. On intervient également sur la définition de la vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines dans les cadres de référentiels techniques courants. On intervient sur le milieu humain avec l'actualisation de la modélisation acoustique pour prendre en compte également à la fois l'évolution du projet technique, l'évolution des trafics ou éventuellement l'évolution du contexte dans lequel l'infrastructure s'inscrit, qui a pu évoluer, même si les études ne sont pas anciennes, mais voilà, c'est des actualisations qui sont nécessaires. Et donc, à compter de l'attribution, on initie, enfin, le concessionnaire initie une phase de concertation avec les services de l'État dès octobre 2021, au cours de laquelle donc une phase de cadrage, d'échange avec les services de l'État permet de cadrer le contenu du dossier d'autorisation, les méthodologies, les hypothèses dans un certain nombre de domaines en fonction des compétences de chaque administration. Par exemple, pour la DDT, il y a une phase de calage des débits de projet à considérer sur les grands cours d'eau dans le cadre des modélisations à venir pour que la DDT donne son avis et son aval sur le choix des débits de projet. Donc il y a un certain nombre d'échanges qui interviennent avec les administrations. Vous posiez la question effectivement de sur quels enjeux les services de l'État nous avaient, disons, alertés. Donc il y a un des premiers enjeux, c'est l'articulation entre les projets A680 et A69, notamment dans le cadre de l'actualisation de l'étude d'impact, puisque au moment de l'attribution, vous avez 2 maîtres d'ouvrage qui portent des autorisations séparées. Et donc il y a un sujet effectivement d'harmonisation à la fois des méthodos, à la fois des interfaces, et un sujet d'actualisation de l'étude d'impact à l'échelle du projet LACT, donc qui inclut effectivement A69 et A180. On a aussi donc des préconisations relatives aux zones humides et à la biodiversité au travers d'une note de cadrage qui est émise par l'OFB et qui effectivement recommande un certain nombre de choses dans le cadre des études qui sont menées sur les cours d'eau, sur les zones humides, dans leur domaine de compétences. On a un cadrage sur l'autorisation de défrichement, on a un cadrage avec l'ARS sur les aspects protection des eaux souterraines, sur les aspects bruit et qualité de l'air. On a également une alerte, et vous l'évoquiez également, Madame la députée, sur les crises répétées de sécheresse et les problématiques de besoins en eau à venir pour le chantier, sur lequel on sait que les services de l'État savent qu'il y a une sensibilité forte localement. On a un cadrage sur le volet ICPE avec l'ADREAL également, et on est évidemment invité à prendre en compte les avis précédents de l'AE et le dossier des engagements de l'État, surtout qui est publié en 2020 et qui constitue un élément important du cadrage du dossier à venir.
Donc à l'issue de cette phase de concertation, nous, CETEC, si vous voulez, on a anticipé la constitution du dossier, évidemment, de façon à ce qu'il puisse être à la fois présenté et que l'instruction puisse être engagée dès que tous les éléments sont rassemblés et que le dossier nous semble complet. Donc effectivement, à Tosca, le maître d'ouvrage dépose la demande d'autorisation en janvier 2022. Et donc au cours du premier semestre, pendant l'instruction de la demande, la DDT émet, comme c'est le cas habituellement, un certain nombre de demandes de compléments, de précisions, d'éléments, disons, qui permettent une meilleure compréhension des choses. On sait que c'est un dossier assez complexe par son importance. Et donc, voilà, dans la perspective d'avoir un dossier aussi clair que possible pour l'enquête publique, il y a un certain nombre de compléments qui sont demandés. Et donc, ces compléments sont basés sur des avis des services qui nous sont transmis et sur lesquels on travaille ensuite collectivement, à la fois avec les bureaux d'études qui interviennent, avec le constructeur, avec le maître d'ouvrage, pour répondre à ces demandes de compléments. Donc, le dossier complété et jugé recevable par les services instructeurs est transmis à l'autorité environnementale et au Comité national de protection de la nature, et donc qui rendent leur avis respectivement donc en septembre 2022 pour le CNPN et en octobre 2022 pour l'autorité environnementale. S'ensuit une phase de complément suite à ces avis. Donc c'est des avis qui sont très importants dans l'élaboration du dossier, hein, puisque ils sont attendus et souvent ils permettent de compléter, d'améliorer, de préciser un certain nombre de choses suite à ces avis. Et donc si l'avis du CNPN n'attend pas forcément une réponse formelle, en plus l'avis étant défavorable, si vous voulez, je crois que ça avait été rappelé dans le cadre d'une audition précédente, mais l'avis étant défavorable, il n'y a pas d'échange ultérieur avec le CNPN. Pour autant, le maître d'ouvrage répond point par point à cet avis, hein, notamment dans le dossier espèces protégées, donc qui est une des pièces du dossier. Voilà, les réponses point par point à cet avis du CNPN sont données dans le dossier correspondant et clairement identifiées, de façon à ce que voilà, tout le monde puisse prendre connaissance des réponses et des compléments éventuels qui sont apportés par le maître d'ouvrage. Pour l'AE, ça prend la forme d'un mémoire en réponse. Hein, donc c'est une pièce indépendante qui est jointe au dossier avant sa mise à l'enquête. Et donc dans cette pièce, le maître d'ouvrage apportait également un certain nombre de compléments, de précisions ou de compléments en réponse aux différentes recommandations que formule l'AE dans cet avis. Donc c'est important parce qu'effectivement, il y a cette phase de réponse avant que le dossier passe en enquête publique qui permet de compléter, de préciser, suite à ces avis CNPN et autorité environnementale, le dossier. Alors, le dossier en lui-même n'est pas fondamentalement modifié parce qu'il y a une contrainte aussi de garder la structure initiale du dossier qui a été lancé à l'instruction. Mais voilà, c'est des éléments qui apparaissent clairement dans le dossier. Et donc, à l'issue du processus de consultation du public, donc voilà, l'autorisation est délivrée le 1er mars 2023. Cette autorisation sur des sujets environnementaux, elle prévoit dans la phase de construction qu'un certain nombre d'éléments soient validés par les services de l'État avant leur réalisation. C'est le cas notamment des plans de gestion. Hein. L'arrêté prévoit que les plans de gestion des mesures des sites compensatoires soient transmis dans les 6 mois qui suivent l'arrêté. Donc il y a un processus qui continue après l'obtention de l'arrêté de validation des plans de gestion par la DREAL, par la DDT, et la DREAL et la DDT s'appuyant notamment sur les recommandations effectivement de l'OFB qui ont les compétences techniques sur un certain nombre de sujets.
Donc ça, c'est un processus qui est en cours. C'est-à-dire que donc les plans de gestion ont été transmis effectivement au courant de l'été 2023. Et donc les retours des services instructeurs ont été faits au maître d'ouvrage en début d'année, en janvier 2023. C'est dans ce cadre d'ailleurs que vous évoquez l'avis de l'OFB. 2024. Oui. C'est dans ce cadre que vous évoquez l'avis de l'OFB de décembre 2023, qui est donné sur ces plans de gestion. Donc là, actuellement, le maître d'ouvrage est dans une phase de prise en compte des éléments, puisque les plans de gestion ont été validés, soit avec réserve, soit effectivement non validés, pour des raisons, notamment le sujet des zones humides. Et donc, le concessionnaire est dans une phase de prise en compte de ces éléments pour compléter ces plans de gestion. Et, oui. Quand vous dites qu'il est en cours de prise en compte, parce que c'est avéré ce que vous dites. Ah oui, c'est avéré, oui, bien sûr. Oui, c'est avéré. C'est-à-dire que, si vous voulez, le concessionnaire a reçu de la part de l'Adréal les avis de l'OFB que vous évoquez. Et donc, ces avis, alors sur les milieux naturels, sur les zones humides, ont été analysés par Biotope, puisque c'est vraiment de la compétence de Biotope cet aspect-là. Mais voilà, ils ont été analysés de façon à pouvoir abonder les premières versions des plans de gestion qui ont été transmis et répondre à ces observations. Donc effectivement, c'est un processus en cours. Et donc en parallèle, les plans de gestion, pour préciser, donc il y a aussi un processus, en parallèle, il y a donc un comité de suivi des mesures compensatoires qui a été mis en place à l'initiative du préfet, et c'était un engagement de l'État. Et donc dans le cadre des échanges aussi avec ce comité de suivi des mesures compensatoires qui regroupe des associations, qui regroupent des fédérations, des syndicats, qui inclut les services instructeurs. Il y a également des échanges dans ce cadre-là, réguliers, puisque il est prévu 2 comités de suivi des mesures compensatoires annuellement qui permettent d'échanger sur l'avancement de la mise en œuvre de ces plans de gestion. Voilà ce qu'on pouvait dire de façon très générale sur notre intervention dans ce processus et voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, je repasse la parole si tu veux. Oui, je veux juste conclure. Vous laissez nous poser les questions que vous souhaitez. Juste 2 points que je souhaite souligner là, dans ce cadre. Le premier, c'est que nous, notre travail ne s'arrête pas à l'avis de l'AE. Voilà, notamment, il y a un document important pour nous qui est le mémoire en réponse à l'avis de l'AE qui est versé à l'enquête publique, dans lequel nous travaillons pour le compte du concessionnaire pour répondre à un certain nombre de remarques de l'AE. Et puis, comme le vient de le dire Gilles, tout le travail ensuite aval sur les plans de gestion, notamment sur les mesures compensatoires, qui continuent après l'avis de l'AE. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je veux revenir juste sur l'indépendance du groupe CETEC et simplement les diverses configurations dans lesquelles nous sommes et auxquelles nous prenons garde. D'abord, on est... donc là, on est pour le coup compte dans le cadre d'A69. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on répondait à une concession avec le groupe NGE. Avec le groupe NGE en maîtrise d'œuvre intégrée. Il nous arrive, et c'est le cas encore à l'heure où je vous parle, d'être en maîtrise d'œuvre classique, c'est-à-dire prescripteur, et donc de surveiller ce que font ces groupements constructeurs pour le compte d'un maître d'ouvrage. Là, notre rôle est complètement différent. Ce qui garantit quand même une certaine indépendance. Et enfin, il y a aussi notre politique CETEC, que j'illustrerai par l'exemple des différents sujets, soit dans le cadre de concours, soit dans le cadre de projets réalisés. Voilà, dans le cadre de PPP ou de concession, on a travaillé avec Eiffage sur BPL, Bretagne Pays de Loire.
On a répondu avec Bouygues dans le cadre de RCEA, où on n'a pas gagné dans ce cadre-là. Et puis, on a travaillé pour le compte de Vinci dans le cadre du concours Machilitonon, par exemple, pour ne citer que des exemples récents, et différents constructeurs. Voilà. Et ça, on y tient beaucoup, parce que pour nous, c'est une politique qui nous confère, encore une fois, notre autonomie, notre indépendance. Merci pour ces précisions. J'aurais peut-être une question avant de passer la parole à Madame la rapporteure et aux collègues qui veulent vous poser des questions. Vous avez parlé de 2 comités de suivi de mesures compensatoires. Ça obéit à un calendrier particulier? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments? Alors, ça a été mis en place sous l'égide du préfet. C'est le 3e comité de suivi des mesures compensatoires est intervenu en février de cette année. Et donc, de mémoire, c'est un des engagements de l'État. Et donc, effectivement, il est prévu la réunion de ce comité 2 fois par an, voilà, dans le cadre du projet et dans le cadre du suivi des mesures compensatoires au-delà de la mise en service du projet. D'accord. Merci. Madame la rapporteure.